Salam alaikum, Azur Fillaoun. Bonsoir. Il est dans la nature de l'homme de s'adapter à tout et à n'importe quoi. Il prend la forme de la vie qui le contient. Il en épouse tous les contours. Il s'y fond jusqu'à pouvoir y trouver la joie, fût-elle une fausse joie. L'homme sait aussi bien s'accomplir dans l'écume de la vie que de se commettre dans les abysses de la déchéance. Dans le meilleur des cas, à l'heure des épreuves et des défis, il sait élever son âme, tendre sa volonté, combattre l'adversité, tracer sa route vers ses idéaux, réaliser ses plus beaux rêves. Dans le pire des cas, il n'y a pire que lui pour s'avachir, laisser sa conscience s'encrasser, se définir des valeurs à plusieurs zéros après la virgule des jours, prendre les plus mauvais plis, sombrer dans la noirceur, sombrer avec délice dans la noirceur, lâcher la bride de sa lâcheté, permettre à sa cupidité de prendre possession des lieux, ne plus envisager la réussite qu'à tout prix et sans état d'âme. Et entre le meilleur et le pire de sa nature, de ses idéaux ou de ses penchants, de ses mauvais penchants, l'homme aime mieux à se laisser glisser qu'à se hisser à la force de son âme. Il est tellement plus facile de se laisser entraîner par les flots que de lutter contre le courant, pour dire des truismes. C'est cela, c'est cet état d'esprit de démission collective qui semble distinguer désormais nos sociétés. Les spectres gris de la décadence hantent l'imaginaire collectif. Les nuages sont bas et noirs. Et la vie ne se conjugue plus qu'en dinars, ou plutôt en devises fortes dans cette Mecque de notre nouveau modèle de société, Port Saïd. La jungle à côté est une agora, un cénacle d'augustes maîtres à penser. Ici, sur ces cités hérissées de ronds à béton, où la lèpre grise du béton le dispute au rouge brique, où le cloaque déborde jusque dans les vasques de purification, où les bouches se tordent de haine, où les âmes nobles rasent les murs, où la hideur se farde de vertu, ici, sur ces cités improbables, la joie de vivre a déserté les cœurs. Les rires ne sont plus que des flatulences de soudards gavés. Un climat de schizophrénie générale pèse sur la multitude, où l'angoisse emplit les esprits pendant que retentissent des clameurs de fausses kermesses, pendant que des gens se nourrissent des restes quand d'autres font des tébrihettes à coups de centaines et de milliers d'euros dans des gaspathèques où beuglent les voix rauques d'infâmes secrètes. Un institut anglais vient de publier un classement des villes au monde où il fait le mieux vivre. Alger y figure au 187e rang. Et les records sinistres de ce genre fleurissent, où l'université algérienne est classée parmi les dernières du monde, où le taux de chômage, le vrai, pas celui qui est publié par le régime, est l'un des plus élevés au monde, où les populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté se comptent par millions, où le SMIC ne permet même pas de nourrir une seule personne. Et personne ne parle de ces cohortes, de ces foules de femmes qui font commerce de leur corps pour vivre, pour manger, de cette prostitution vivrière, alimentaire. Personne ne parle de ces prisons surpeuplées, des gens qui n'ont pas de toit, de ceux qui meurent faute de soins, de ces villes dortoirs où les gens se couchent comme des poules, de ces régions où des populations entières vivent dans la misère et le dénuement. De tout ça, de toutes ces casseroles que nous traînons et des catastrophes qui nous pendent au nez, nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Je donne peut-être le sentiment que j'exagère bien souvent, que je noircis le tableau. Il n'en est rien. Wallah, il n'en est rien. Je suis loin, très loin du compte. La situation est autrement plus grave que je ne le dis, que je ne la décris. Infiniment plus grave. Sauf que tout le monde, ou presque,
a décidé de soigner le mal en ne le regardant pas, en n'en parlant pas, en l'ignorant. Récemment, faisant un commentaire sur cette émission, un blogueur m'a écrit sur ma page Facebook que j'en faisais trop, que l'Algérie n'était pas l'Irak et que je devrais plutôt donner de l'espoir aux gens, plutôt que de leur noircir le tableau, m'a-t-il dit. Voilà. On nous demande donc de comprendre qu'en algérien, qu'en langue algérienne, anesthésie s'appelle espoir. Aujourd'hui. Parti UDM. Journée mondiale de la justice sociale, 10% des Algériens détiennent 80% des richesses. Par Brahim Younsi. TSA. Classement des villes selon la qualité de vie. Alger à la 180e place. Par Yassine Bebouche. TSA également. Classement mondial des populations carcérales, l'Algérie à la 30e place. Par Yassine Bebouche. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Kaddour Chouicha, syndicaliste et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Oran, Wahran. Soufiane Gilali, président de Gil Jadid, Alger. Jamila Harshawi, orthopédagogue au Canada. Kaddour Chouicha, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors, Kaddour Chouicha, à un certain moment, vous aviez fait un travail, je crois, sur le travail précaire, le travail informel, ce travail dont le régime se sert pour dire qu'il n'y a pas de chômeurs. Tous ces gens travaillent. Est-ce que vous pourriez nous dire sur cet aspect des choses? En fait, j'avais fait 2 études. Une étude sur le travail, si on ose l'appeler de cette façon-là, dans les régions du Sud, dans les zones extractives, et une pour le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, et une deuxième étude pour la Confédération syndicale arabe sur le travail informel en Algérie. Disons que le premier résultat, surtout de la deuxième étude, premier résultat auquel tout le monde peut s'attendre, c'est que pour faire des études là-dessus, il faut avoir des statistiques. Le seul centre de statistiques en Algérie, c'est l'Office national des statistiques. Et tout le monde sait que c'est un office public, donc toutes les données sont des données qui sont restées secrètes. Tous les chercheurs en Algérie, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de chercheurs en Algérie en sciences sociales qui ont essayé d'étudier le phénomène, étudier ce phénomène, mais ajoutent tout le temps une remarque, comme quoi toutes ces données ne sont pas fiables, mais comme on n'a pas d'autre solution, on est obligé de se référer à ces mêmes données. Donc tout le monde sait que d'après la voie officielle, nous sommes à peu près ou nous étions à 10% de chômage, c'est-à-dire qu'on n'était même pas très loin des pays développés. Bon, mais tout le monde sait aussi que nous sommes très loin de la réalité. Mais les gens sont obligés de faire avec, puisqu'ils n'avaient pas d'autres études disponibles ou bien d'autres chiffres disponibles. Mais pour ceux qui vivent en Algérie, qui font des tours pour aller voir à l'ANEM, là où on est censé distribuer de l'emploi, quand on regarde la jeunesse qui se bagarre là-dedans pour avoir un emploi, lorsqu'on vient de vivre ces derniers jours, les chômeurs de la Ouad qui se les lèvent, tout le monde sait qu'est-ce qui est en train de se passer réellement. Et ce qu'on a placé au niveau de tous ces ministères des offices, ont eu d'abord comme première mission, c'est de faire dire aux chiffres n'importe quoi et de faire en sorte que les chiffres suivent les désirata de la population. Sur une population d'à peu près 40 millions, les chiffres disent que nous sommes à peu près plus de 11 millions d'actifs qui peuvent travailler, c'est-à-dire, et que sur ces 11 millions, de plus de 11 millions, il y a 10 millions qui travaillent, donc un taux de chômage à 10%, mais en fait nous sommes très loin de la vérité. Et nous sommes encore beaucoup plus loin de la vérité si on se réfère au chômage des jeunes.
c'est encore plus grave parce que là, c'est une donnée moyenne qui nous est offerte. Mais si l'on se réfère au chômage des jeunes, les pouvoirs publics disent que nous sommes aux alentours de 15%, mais je pense que nous dire 25-30% ne serait pas faux ni exagéré. En plus du fait que tout l'argent qui a été dépassé dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi, supposé aide à l'emploi, l'ANSES, tous les autres dispositifs, ont réussi simplement à un peu cacher la froideur des chiffres, parce que ces chiffres-là sont effarants. Donc, Khaddour Chouicha, comment expliquez-vous que, bon, il n'y a pas de doute que le régime a pris la statistique, les statistiques en otage, monopole, c'est un véritable monopole qu'il exerce parce que ça peut être gravement révélateur de certains indices. Mais comment expliquez-vous que ni l'université, la recherche universitaire, ni des particuliers, ni des dynamiques intellectuelles n'aient été vers la création d'instituts de recherche, d'instituts de statistiques? Comment expliquez-vous ce vide abyssal face à une prise d'otage par le régime du chiffre et de la réalité dans ce pays? Je pense que je peux donner deux explications. Première explication, c'est que c'est ce pouvoir qui a fait le vide. Le vide ne s'est pas installé tout seul en Algérie. C'est ce pouvoir qui a fait en sorte de créer le vide autour de lui. Et la deuxième explication, c'est que notre élite, je pense que une grande partie de notre élite a été pour le moins cooptée. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est-à-dire que c'est des gens qui savent très bien que toucher des domaines sensibles risque de nuire à une trajectoire intellectuelle ou bien universitaire. Donc, on a beaucoup de personnes qui potentiellement sont capables de faire des études, mais qui n'osent pas s'engager et sacrifier, c'est le mot qu'il faut dire, s'engager réellement pour aller chercher les vrais chiffres qui nous tressent une image réelle en Algérie. Quand on regarde, moi je connais par exemple, je suis à Oran, il y a le CRASC, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, et je connais beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Mais ce centre, moi je l'appelle toujours un centre de neutralisation de la politique. C'est-à-dire que les gens font des recherches, mais que pour celui qui suit très bien ce qui est en train d'être fait, on remarquera que tous les problèmes qui sont sensibles ne seront jamais étudiés dans cet institut. Je crois, il y a 2 jours, il y a eu un colloque là-dessus sur les migrants algériens en France. Pourtant, en Algérie, nous vivons un vrai problème de migration. Quand est-ce qu'on aura le CRASC qui, je donne simplement un exemple là-dessus, qui décidera d'étudier le phénomène de la migrants subsahariens en Algérie? Ça, il ne faut pas y toucher. Et je pense que la majorité des centres, ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas travailler, mais je pense que le pouvoir a fait en quelque sorte de neutraliser tous ces centres. Ces centres restent comme toujours, c'est une vitrine pour dire au monde entier, regardez, nous avons nos chercheurs, nous avons nos centres d'études, mais ce n'est pas facile, et certains le font, il ne faut pas aussi désespérer et faire croire que personne ne le fait, certains le font, mais ne peuvent pas trouver facilement accès à une médiatisation. Restez avec nous, Khaddour Chouicha. Avec nous à présent, Sofiane Gilali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, M. Jamal. Merci. Alors, vous venez d'entendre Khaddour Chouicha qui nous parle de cette sorte de monopole du régime d'administration sur le chiffre, sur la statistique. Le régime est le seul à pouvoir donner des chiffres, par exemple sur le chômage, par exemple sur la misère, par exemple sur les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, par exemple sur les gens qui ne peuvent pas se faire soigner, etc. etc. Et donc, il y a absence de toute initiative parallèle, surtout venant de l'université. Et Khaddour Chouicha nous explique que cela peut s'expliquer par, disons, une vision individualiste de certains, dont ça pourrait briser ou compromettre la trajectoire de carrière
ou d'autres applications de ce genre. Ça veut dire que les gens reconnaissent une sorte de raquette sur la statistique et s'efforcent de ne pas aller dans ces eaux-là qui ne sont pas très fréquentables. Absolument, de toute façon, ça c'est connu, ce n'est pas nouveau. Tout le système de statistiques est détenu par certains rouages de l'État et ne sont pas disponibles pour la société. Ces statistiques ne sont bien sûr pas présentables. Cela me rappelle les pratiques de l'Union soviétique du temps du KGB et de Khrouchtchev et de Brejnev, où on falsifiait la vérité, on falsifiait la réalité pour ne pas avoir à montrer ce qui se passe dans la société. Et c'est pour ça que un peu tout le monde navigue les yeux bandés. On n'a de disponibles ni les statistiques, ni des sondages d'opinion par exemple, ni on connaît exactement l'opinion sur tel ou tel problème. Donc tout cela reste occulte et c'est de façon tout à fait délibérée, c'est clair. Sinon, Sien Gileli, vous, en tant que président d'un parti politique de l'opposition, comment voyez-vous ce grand malaise social qui plane sur tout le pays, ce chômage, ces fléaux sociaux, cette déperdition civique, cette anarchie, cette misère, cette grande misère que vivent des millions et des millions de nos compatriotes? Absolument, j'ai eu à le constater à plusieurs reprises. Vous savez très bien que je fais beaucoup de travail de proximité, même si ce n'est pas spécialement couvert par les médias, mais je suis très souvent dans certains quartiers, que ce soit à la périphérie d'Alger ou même à l'intérieur du pays, et je peux vous assurer que la misère est très grande, que les gens vivent très souvent à la limite de la pauvreté absolue. Mais ça, ce n'est pas nouveau non plus. Ce qui est terrible à dire, c'est que lorsque l'Algérie avait des entrées en devises extrêmement importantes, que l'État était florissant, les finances de l'État étaient florissantes, durant ce temps-là, la plus large partie de la population n'en a pas bénéficié. Et maintenant que nous sommes au seuil d'une crise financière extrêmement sévère, avec une austérité qui pointe à l'horizon et dont les premiers effets se font sentir, vous imaginez bien que ces catégories les plus fragiles vont toutes descendre pratiquement en enfer. C'est terrible à dire, mais les choses sont telles quelles. Il y aura beaucoup moins d'investissements, beaucoup moins de grands travaux, donc beaucoup moins de contrats, beaucoup moins de travail de saisonniers ou de travailleurs dans le secteur du bâtiment. Le chômage va se développer et des pans entiers de la population vont être largués et ils vont être jetés par-dessus bord et se retrouver seuls face à une ampleur désespérante de problèmes. Vous êtes en train de nous dire que les catégories sociales qui ont le moins profité de la manne pétrolière pendant toutes ces années, ces 15 dernières années, seront les plus atteintes, les plus affectées par l'austérité qui s'annonce? Malheureusement, il n'y a pas de doute. Et les rues d'Alger vont montrer ces photos hideuses de femmes, d'enfants qui cherchent de quoi se nourrir dans excusez-moi le terme, dans les poubelles, dans les ordures. Vous connaissez très bien ce phénomène. Probablement les poubelles des grands pontes du régime peuvent nourrir plusieurs centaines de gens moyens et les poubelles des gens moyens vont nourrir plusieurs milliers de gens très pauvres. C'est toujours ainsi. Les plus riches vont se barricader. De toute façon, pour beaucoup d'entre eux, ils ont leur résidence à l'étranger. Le cas du premier responsable du FLN qui se gargarise de sa résidence en France, je pense qu'il est très loin d'être le seul. Mais tout le reste, ils se débrouilleront comme ils pourront. On voit donc automatiquement se développer des fléaux sociaux, la délinquance, la violence à l'extérieur. Bien entendu, vous savez, quand vous avez des populations qui sont au bord de la famine,
eh ben, ils ont recours à tous les moyens possibles. Et très souvent, le désespoir les mène aussi vers la drogue qui est très disponible. Maintenant, elle rentre dans les écoles primaires. Vous allez avoir la délinquance partout. Ça, ce sont des phénomènes sociologiques tout à fait banals. Et donc, on va en souffrir, il n'y a aucun doute. Restez avec nous, Sian Gilali. Je lis quelques commentaires avant de recevoir Jamila Harshawi. Bouabdil Sabir Youssef. C'est un total bouleversement en Algérie qui s'est fait après vos émissions à propos de Qassamen et Menjibalina. Cela a fait l'effet d'une bombe au sein du peuple azul. Je rappelle que nous avions annoncé, nous avions repris une information qui a été donnée par d'autres confrères, notamment Saad Bouakba, que Qassamen n'appartient pas au peuple algérien, n'appartient pas à l'État algérien, qu'il est placé sous la protection de la société française, la SACEM, et que l'État algérien, à chaque fois qu'il donne une prestation de l'hymne national, paye des droits à la SACEM, c'est dire, hein, c'est complètement hallucinant. Et aussi le Menjibalinat Tala, la musique, en fait, c'est une musique militaire française, de la troupe française. La musique s'appelle Sambre et Meuse. Il y a Sprike Bike, j'adore les commentaires de Sprike Bike. Un peuple qui a perdu ses repères, un pays où l'échelle des valeurs s'est inversée et où tout tire vers le bas, un pays où seule l'incompétence, l'allégeance, l'impunité et le régionalisme sont rois, un pays où l'on tue, où on assassine et où on enterre le savoir. Forcément, la malvie, la corruption et l'anarchie ont longue vie. 54 ans d'indépendance ont abouti à ça. Plusieurs points d'exclamation. Jamila Harshawi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Elzoul. Salam alaikum à tout le monde. Merci. Vous êtes au Canada, Jamila Harshawi. Moi, je suis de très près vos publications sur Facebook. Vous êtes très impliquée, très engagée. Je vous en remercie pour notre pays. Alors, dites-moi. C'est la moindre des choses. Hein. Merci. Dites-moi, comment percevez-vous de là où vous êtes, au Canada, où vous vivez bien, où la société est parfaitement organisée, où il y a une justice sociale, où les plus démunis sont pris en charge, les chômeurs, les pauvres, les indigents, les handicapés, les laissés pour compte de toutes sortes, alors que dans notre pays, c'est pire que la jungle, puisque à la jungle, il y a des règles. Un fauve qui a mangé à satiété ne tue plus. Alors que chez nous, ils ne sont jamais à satiété, ils ne sont jamais repus. Et donc, comment percevez-vous la situation dans votre pays depuis le Canada? Moi, ce que j'ai constaté en fait, en partant en Algérie justement, c'est que je constate, c'est vrai que les pays industrialisés, où il y a le capitalisme et tout, il y a des répercussions négatives. Mais sauf que ce qui est différent en fait, c'est qu'en Algérie par exemple, on souffre de symptômes du capitalisme sans qu'il y ait de système vraiment, sans qu'il y ait de programme politique. C'est-à-dire que c'est vrai que très souvent, il y a beaucoup de anti-opposants, en fait, des gens qui s'opposent aux opposants, qui nous disent « Ah oui, mais de toute façon, la crise est partout, la crise financière a frappé le monde entier. » Mais sauf que nous n'avons pas d'économie. C'est ça la différence, en fait. C'est que les gens ne parlent que d'argent. Par exemple, en Algérie, les gens vous parlent d'araham, c'est-à-dire qu'il faut vraiment opter pour la débrouille, se procurer de l'argent n'importe comment, de n'importe quelle façon. Et parfois même, je plains les gens même qui... parce que la corruption, vous savez, quelqu'un qui a un enfant qui est très malade, qui est mourant, ou une maman qui est malade, si on lui propose il y a des corrupteurs, en fait. Hein, je veux dire que si cette personne réfléchit et se dit est-ce que je dois accepter, est-ce que non, parce que c'est une question de survie, déjà là, moralement, cette personne, on l'a forcée à être corrompue, en fait. C'est-à-dire que c'est terrible à dire, mais... Quelqu'un, Jamila, je vous interromps, excusez-moi, quelqu'un que je connaissais au pays à l'époque qui pratiquait de la corruption, je lui ai un jour posé la question, c'était un ami assez proche. Je lui ai dit, mais ça ne te fait rien de prendre comme ça la corruption
Il m'a dit c'est de la corruption de légitime défense. Moi aussi, mes enfants ont le droit de porter des Nike. Moi aussi, mes enfants ont le droit d'aller en vacances. Moi aussi, mais il m'a dit toute la litanie, donc c'est vous dire. Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que les responsables, justement, donnent un mauvais exemple aux citoyens, si vraiment je peux utiliser ce mot, parce que il y a une absence totale de vision politique, parce que quand vous parliez, par exemple, de statistiques, la vision politique consiste justement à développer des programmes et des projets tout en mesurant les conséquences, en se basant sur des évaluations méthodologiques, empiriques et pragmatiques. Sociologiquement parlant, il faut proposer déjà une typologie de la pauvreté, du chômage, etc. Alors que chez nous, rien n'est fait. Rien n'est fait. Les responsables donnent un très mauvais exemple. On voit même des gens courir après le pouvoir. On trouve des gens qui vous disent comme ça, sans rougir, oui, moi je vais tout ça. C'est comme si que c'est une course, alors que le pouvoir est avant tout une responsabilité. Il doit y avoir une relation de réciprocité entre le gouvernant et les citoyens. Mais Jamila Harshaoui, c'est presque théorique, oui. Jamila Harshaoui, excusez-moi de vous interrompre encore une fois. Ce que vous dites est très intéressant. Vous savez, moi personnellement, c'est une théorie toute personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, il n'y a que deux systèmes possibles dans le monde. Les systèmes érigés en méritocratie, les systèmes érigés en médiocratie. Avec des systèmes qui un peu prennent de ceci ou de cela. Mais d'une manière générale, une méritocratie est naturellement, elle penche naturellement à faire ce que vous étiez en train de préconiser. Ça veut dire que même si elle a des travers, de la petite corruption, un peu de trucs, de ceci, ça va de soi, c'est humain. Mais dans son essence même, elle génère du mérite. C'est une méritocratie qui génère du mérite. Mais une médiocratie telle que le régime algérien, vous imaginez une médiocratie en train de générer du mérite comme vous êtes en train de le décrire? Ben oui, justement, les conséquences sont on sent qu'il n'y a pas d'État en fait. C'est ça le sentiment, c'est qu'il n'y a pas d'État, c'est tout se fait au hasard, tout est laissé pour compte et l'individu se retrouve. Il n'y a pas de ce sentiment d'appartenance en fait. Et justement, vous savez, le grand sociologue Durkheim parle justement du suicide. En l'occurrence, je parle de suicide parce que je pense à une anecdote que je vais vous raconter dans un moment. J'ai appris une mauvaise nouvelle, quelqu'un qu'on connaît en fait, qui s'est suicidé, un jeune homme qui s'est jeté de la terrasse et qui est mort. En Algérie? Et le fait qu'il soit en Algérie, oui, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ou 3 semaines que ce jeune homme s'est jeté d'une terrasse et il s'est suicidé. Et paraît-il qu'il a fait sa prière durant toute la nuit. Même ses parents trouvaient que c'était un peu trop exagéré, le fait qu'il passe toutes ses nuits à prier. Et il s'est suicidé. Et tenez-vous bien, la plupart ont réagi en disant heureusement qu'il est mort et qu'il n'est pas resté handicapé, parce que imaginez l'handicap, je veux dire, ça aurait été une souffrance pour toute sa famille. C'est-à-dire que ça aurait été encore... Imaginez que maintenant, on banalise la mort de cette façon. C'est-à-dire les gens disent, alhamdoulilah, il est mort et puis il n'est pas resté handicapé. Et pourquoi s'est-il suicidé à quel point Pourquoi s'est-il suicidé? Pardon? Pourquoi s'est-il suicidé, ce jeune homme? Il s'est suicidé suite à une dépression qu'il a faite. Il ne travaillait pas. Et puis, une dépression, vous savez, les jeunes... c'est comme s'ils doivent jongler en fait ou alors faire de la gymnastique sur plusieurs fils, parce que s'il travaille pas, il peut pas se marier. S'il travaille pas, il peut pas être utile. Il se sent complètement inutile. Donc ces jeunes auxquels on a confisqué les rêves, des jeunes qui sont en plein d'énergie, qui débordent d'énergie et qui veulent justement, on a la sensation de posséder le monde. Vers l'âge de 20 ans, les gens ont envie de... Moi-même, personnellement, j'ai vu des jeunes enfants qui sont à l'école, ils sortent de l'école, il s'en va aider son père à vendre une bouteille d'huile pendant toute une journée, ou vendre à la sauvette flaqueba, ou là, je sais pas, il vend un peu de légumes avec son père, ou alors il y a des gens qui restent toute une journée à vendre une bouteille d'huile, vous vous imaginez?
Oui. rester toute une journée au soleil. Et les enfants, ils sortent de l'école, au lieu qu'il aille jouer, s'amuser, aller faire ses devoirs, il va aller aider son père à travailler. À vendre de la galette, du coriandre, du persil, des bottes d'oignons, n'importe quoi. du Oui. pain à même le poser à même le trottoir. Tout à fait. Et quand on compare justement la vie actuelle et la vie, je veux dire, sous le colonialisme, la plupart des gens ne dépendaient pas de l'épicerie. Il y avait, je veux dire c'est-à-dire que les gens avaient des poules, ils avaient des jardins chez eux, ils cultivaient, donc la terre, ils étaient très proches de la terre et tout. Mais maintenant, les gens dépendent de l'épicerie. Je veux dire, les gens... quand on voit des jeunes voler des portables et tout, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir toute cette gabegie et tout, mais quelque part on se dit, mais pourquoi en plein ramadan quelqu'un il vole un portable pourquoi, je veux dire, et quand on voit tout, il y a même des jeunes qui vous disent, vous voyez, donc c'est, en tout cas, c'est vraiment, c'est très... Restez avec nous, Jamila Harcha, je reviens à vous dans un instant. Qaddour Chouicha, ça fait plus de doute hein, qu'il y a une malvie, il y a une misère. Il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Je n'ose même pas dire le pourcentage que j'imagine veulent quitter le pays. Leur seul rêve est de pouvoir passer de l'autre côté de la Méditerranée pour aller peupler les centres de rétention et faire des faux papiers et passer son temps à fuir la police. Pourquoi, selon vous, cet état de situation perdure-t-il? Pourquoi nous avons perdu... Non, je crois qu'il est avec nous, Qaddour Chouicha. Vous êtes avec nous, Qaddour Chouicha? Oui. Oui, donc je vous posais la question. Pourquoi cette situation perdure-t-elle ainsi sans qu'il n'y ait une quelconque réaction, quelle qu'elle soit? Je pense qu'il faut d'abord arrêter de faire du nombrilisme ou bien de l'angélisme. Nous sommes dans le domaine de la politique. Ce n'est pas que l'Algérie qui traverse. Ce n'est pas pour dire que le pouvoir algérien n'y est pour rien, il y est pour quelque chose. Comme nous sommes différents pouvoirs dans différents pays. Mais nous sommes en pleine politique. Nous avons actuellement un modèle économique qui s'est élargi à toute la planète. Nous ne pouvons pas y échapper. Et ça me permet de revenir en arrière. Quand à un certain moment, nous disions, nous, que le néolibéralisme va nous massacrer, les gens nous disaient, non, vous êtes en train de faire de la politique, ce n'est pas du tout ça. Donc nous sommes en train de payer cela. Et je crois que c'est faire de l'angélisme si on s'arrête à l'aspect moral. La prostitution, est-ce qu'au Canada, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui vendent leur charme au Canada? Est-ce qu'au Canada, il n'y a pas des gens qui se suicident? Je crois qu'il faut arrêter de jouer avec ça. Nous sommes dans le domaine politique. Les gens veulent échapper à cette question. C'est pourquoi ils veulent échapper à cette question. Parce qu'en fait, nous avons, même en Algérie, beaucoup de ceux qui se déclarent opposants sont en fait pour reproduire le même système économique. Ils espèrent nous gaver de bonnes paroles en parlant de corruption. Je crois que je ne savais pas longtemps au Canada, il y a un homme politique qui a été écarté pour fait de corruption. Donc nous partageons avec d'autres pays beaucoup de choses. Nous payons plus cher parce que nous n'en avons rien construit. Nous avons travaillé sur la rente. C'est le pétrole qui nous a fait bouffer. Et maintenant que le pétrole a disparu, rien ne peut nous sauver. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que des pays comme la Grèce, qui ne sont pas des pays comme l'Algérie, ont été abandonnés en Europe même, que la population grecque est en train de payer le prix fort. Et que tout ce dont on parle en Algérie, sur les problèmes de santé, se retrouvent en Grèce. On peut même citer le cas le plus intéressant, le cas des États-Unis, l'Empire, comme qui dirait. Obama, pour faire passer son plan de santé, un minimum, il a dû attendre son deuxième mandat, il a dû être contraint à effacer beaucoup de choses positives. Donc ça, nous sommes dans le domaine de la politique. Excusez-moi de vous interrompre. Vous pensez que la prostitution au Canada, la corruption au Canada, la gabegie au Canada sont comparables avec les mêmes fléaux en Algérie? Vous pensez que ce libéralisme que vous dénoncez
et que je dénonce avec vous, ce libéralisme débridé, puisse faire autant de mal aux Algériens que ne le font ces barons du régime qui sont dans la turpitude primaire, les turpitudes de forêt primitive. Vous pensez que c'est comparable? Prostitution au Canada, prostitution en Algérie, par exemple, suicide au Canada, suicide en Algérie? Je pense que l'histoire récente est en train de nous donner des leçons. Le libéralisme pourra tout faire. L'exemple de la Grèce est devant nous. On ne peut pas fermer les yeux. Et ça va continuer, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fléaux sociaux vont s'abattre sur ce pays. Certains pays ont des réserves de sécurité, beaucoup plus les pays industriels, parce qu'ils ont su construire une industrie, ils ont su développer certains secteurs, peuvent plus ou moins échapper. Mais si la crise continue, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, il y a un enrichissement de plus en plus important d'une minorité et une pauvreté qui s'élargit pour la majorité. Et ça dans tous les pays. Le Canada ou bien un autre pays ne va pas échapper à cette tendance. Nous, c'est vrai que nous payons quelque chose d'encore plus grave. Mais si ça continue, je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions. Tous les pays qui se croient, là où les gens croient s'être sauvés, ne pourront pas être sauvés. Et ça, je crois qu'on est en train de le vivre maintenant. Donc ce n'est pas pour dire que le pouvoir algérien n'est pas impliqué ou bien n'est pas responsable. Il est responsable, comme le sont tous les pouvoirs dans nos pays, les pays de la région, qui travaillent pour l'étranger. C'est des pouvoirs qui sont là pour représenter les intérêts de pays étrangers et leurs propres intérêts au détriment de la population. Donc je crois qu'il faut se ramener à des choses politiques parce que les solutions ne peuvent être que politiques. Dire que non, c'est juste une question de personnes qui sont au pouvoir, qui ne sont pas bien, qui sont... Non, je pense que ça, c'est ceux qui veulent remplacer simplement les gens au pouvoir par eux-mêmes. Nous, notre problème, c'est un système politique qui est en train de détruire ce pays et qui est en train de... Est-ce que vous ne pensez pas que vous diluez, ça veut dire dans cette sorte d'appréhension presque idéologique, j'allais dire, de la situation, est-ce que vous ne pensez pas que vous diluez un peu de cette massive responsabilité d'un pouvoir particulièrement mortifère dans le libéralisme ambiant général, cette théorie de gens qui maîtrisent le monde, qui le pressurent, ce dont je ne doute pas. Hein. Mais est-ce qu'on parlait en de telles circonstances, au moment où nous désignons le pouvoir algérien, n'est pas le diluer, le dissoudre un peu dans une grosse responsabilité planétaire? Non, je n'ai pas dû dire. Je dis qu'ils sont responsables à part entière. Ils sont responsables et le jour où on pourra avoir une justice au moins de transition, normalement, ils devront être appelés. Donc, je ne dilue absolument pas la responsabilité. Mais je crois qu'il faut être clair. Je donne un exemple précis. L'Union européenne a un accord d'association avec l'Algérie, comme elle a un accord d'association avec beaucoup de pays de la région. Mais c'est Union européenne avec un pays. Donc regardez le déséquilibre. Dans l'article numéro 2 des articles de l'accord d'association, l'Union européenne et l'Algérie disent que pour promouvoir la question des droits de l'homme dans les deux pays, donc surtout en Algérie. Et comme je l'avais dit à un certain moment un employé de la délégation européenne en Algérie, nous on a vu le commerce entre l'Algérie et l'Union européenne augmenter, mais on a vu la question des droits de l'homme diminuer de beaucoup. La réponse du monde de la délégation a été de dire qu'on ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Et j'avais répondu, quand vous envoyez quand vous bombardez des peuples entiers, des pays entiers à l'aide de vos avions, ce n'est pas une ingérence, alors que nous, quand on vous demande de prendre position sur la question des droits de l'homme en Algérie, vous dites que c'est une ingérence. Je crois qu'il faut comprendre que ce système, le pouvoir algérien est responsable à part entière, mais il est responsable avec d'autres. Nous, c'est vrai que nous... Restez avec nous, Khaddor Chouicha. Je vous apprends d'ailleurs, je viens de recevoir le message, que l'Algérie suspend ses accords douaniers avec l'Union européenne et la ZAL. On en saura plus tout à l'heure.
Soufiane Gilali. Soufiane Gilali, vous êtes avec nous? Absolument, oui, je vous suis. Vous voulez peut-être répondre, commenter ce que dit Khadr Chouicha? Malheureusement, la ligne étant très mauvaise, je ne pouvais pas suivre exactement ce qu'il dommage. disait. Mais si j'ai bien compris, c'est par rapport au système économique. Si j'ai bien compris, il remettait en cause le système économique libéral. Khadr Chouicha est un universitaire de grand talent, c'est un grand militant des droits de l'homme, un grand syndicaliste qui a une vision planétaire de tous les problèmes humains et pas seulement vu sous un angle nationaliste un tant soit peu étriqué. Sinon, je vous laisse poursuivre, Soufiane Gilali. Écoutez, on revient à ce que je vous avais dit une fois dans votre émission, c'est que petit à petit, la misère est en train de monter, comme cette célèbre histoire de la grenouille qui se retrouvait dans l'eau qui chauffait, jusqu'au moment où l'eau était devenue bouillonnante et que la grenouille allait mourir cuite dedans. Exact. Les Algériens n'ont pas réagi lorsqu'il fallait réagir. Bien sûr, on peut savoir pour quelles raisons, on peut toujours trouver une bonne raison, mais le problème est là devant nous. Nous sommes devant une situation extrêmement complexe. Le problème est que nous n'avons pas de système économique. Nous avons simplement une rente qui est distribuée à différents paliers. Et aujourd'hui, que cette rente-là va tarir, il n'y a pas comment faire face aux besoins de la population algérienne. Nous ne produisons pas ce que nous mangeons, et comme vous le savez, environ de 75% de notre alimentation est importée. Nous ne nous habillons pas avec ce que nous produisons en textile. Il n'y a plus de textile en Algérie. Nous n'arriverons pas à combler nos besoins du quotidien avec la création de nos propres richesses. Et nous sommes devenus dans une situation de totale dépendance. Donc dans cette situation-là, que faut-il faire? Parce que la crise aujourd'hui, la crise du pétrole, même si elle devait plus ou moins s'infléchir dans 2 ans ou 3 ans, c'est que le problème derrière est qu'il n'y a plus suffisamment de pétrole, de quantité de pétrole à vendre. Et donc l'Algérie est face à elle-même. Alors il faut tout redéployer. Il faut recréer un nouveau système économique et un nouveau système de vie. Vous savez que la plus grande majorité de la population est installée sur la bande côtière du littoral et l'arrière-fond du pays. Je ne parle pas du désert, mais la steppe, les hauts plateaux, tout cela est vide, pratiquement vide. Alors c'est une ineptie de concentrer autant de la population sur le nord, sur de petites surfaces, et de laisser d'immenses surfaces complètement libres. Et vous avez aux alentours des grandes villes une crise incroyable sur les terrains pour investir ou pour construire une usine ou pour construire une habitation. Et il faut très rapidement une nouvelle politique de redéploiement dans l'espace. Il faut réaménager le territoire. Il faut réorienter la masse des jeunes vers le travail de la terre. C'est par là qu'il faut réinvestir. Mais Soufiane Gilali, quand vous dites il faut... Soufiane Gilali, quand vous dites il faut faire ceci, il faut faire cela, vous vous adressez à qui? Qui est censé faire ce que vous préconisez? Théoriquement, c'est le pouvoir qui doit le faire. Or, le pouvoir s'est enfermé sur lui-même. Il met en place un système législatif pour que personne ne puisse l'approcher. Il continue à vouloir créer des instances de toutes pièces. Il n'accepte pas de faire des élections légitimes. Le peuple n'a plus le droit à la parole. D'ailleurs, on l'a vu avec les chômeurs dans le sud, peut-être pour des raisons économiques, mais ils se sont susurrés les lèvres. C'est de toute façon la même chose sur le plan politique. Vous avez beau parler, vous avez beau prévenir, vous avez beau montrer les dangers, mais le pouvoir est autiste, il ne vous entend pas, il n'est intéressé que par la distribution des dividendes, des contrats de gré à gré et de s'empitrer avec l'argent du citoyen. Le moment fatidique, le moment du choc, vous savez, ces gens-là vont prendre l'avion et vivre leur belle vie dans leur résidence en Espagne ou en France ou en Australie et que sais-je encore.
et c'est les Algériens qui vont devoir se dépêtrer tout seuls d'une gravissime crise qui nous attend. Merci Sofiane Gilali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais lire encore quelques questions et commentaires. Benyetou, la malvie est due à l'absence de justice. L'échelle des valeurs s'est inversée. La crème d'Algérie, enseignants universitaires, sont devenus des chasseurs de primes depuis que leurs salaires ont été augmentés de 210%. Ils ont tendance à oublier qu'ils sont l'avant-garde du peuple. Hamid Marwan, les Algériens, quand ils auront la foi que ce n'est pas en amassant de l'argent par n'importe quel moyen qu'ils auront une vie heureuse et pleine de joie, car à quoi servirait l'argent si on vit au milieu d'une société pleine de malheur et de tristesse dans le désespoir de ses citoyens. Salah Serso, malgré ce que vous présentez comme émission intéressante, qu'un grand nombre de citoyens algériens apprécient énormément, cependant une remarque de taille s'impose. N'est-il pas temps de passer de l'étape de diagnostic et du constat vers la conduite à tenir? Je crois que ce n'est pas le rôle d'une chaîne de télévision de dicter ou de préconiser des conduites à tenir. Jamila Harshawi, je reviens à vous. Vous serez la dernière intervenante dans l'émission. Donc, alors, dites-nous un peu qu'est-ce que vous inspire les avis de nos invités, de nos deux autres invités. Comment voyez-vous l'avenir? Ok. Donc moi, j'ai envie de parler en fait de la différence entre par exemple, le fait qu'on dise dans les pays capitalistes ou évolués, démocratiques et tout, il y a les suicides, la prostitution, tous ces fléaux-là. Sauf que, sociologiquement parlant, il faut justement se baser sur la typologie de ces fléaux-là. C'est-à-dire que celui qui se suicide ou qui se prostitue dans un pays développé et dans nos pays sous-développés, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Celui, par exemple, qui se drogue ou qui se prostitue ou je ne sais quoi, s'il y a dislocation de la cellule familiale, c'est bien pour des raisons économiques et pour justement des raisons extrêmes. C'est-à-dire que les gens travaillent trop, dans le sens où, pour développer leur économie, donc tout le monde travaille dès l'âge de 18 ans, on responsabilise le jeune, il travaille, etc. C'est pas les mêmes raisons. Chez nous, c'est que les gens ne travaillent pas du tout. C'est-à-dire que les gens n'aspirent qu'à une seule chose, c'est d'être utile à la société, d'être responsable et de faire leurs devoirs, justement, et d'avoir ce sentiment, justement, d'appartenance, d'intégration. Donc, justement, j'avais parlé de Durkheim tout à l'heure, et qui parle justement des causes sociales. Vous savez que quelqu'un qui se suicide, c'est toute la société qui en est responsable, par exemple. Et justement, dans nos pays où la cellule familiale est censée être très importante, où la religion joue un rôle justement très important pour éviter justement que ces gens ne se suicident, ou c'est-à-dire que la cellule familiale et la religion sont des situations qui font qu'ils protègent l'individu de ces fléaux-là, et on les vit malheureusement. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça justement. Et ça explique qu'il n'y a pas de vision politique. Tout ça est dû au laisser-faire. Ces gens-là ils sont irresponsables, ils font pas leur devoir. Ils sont là justement que pour c'est la coercition et c'est tout. Voilà, les haragas, donc on trouve le moyen de les mettre en prison. Celui qui vole un portable, c'est pareil. Mais ici, il y a des structures. Les gens, par exemple, une femme qui divorce, elle peut aller dans une maison d'hébergement, elle est protégée. Ses enfants aussi. Je veux dire, il y a une insertion sociale, il y a des CLSC. Ce sont des services gratuits de psychoéducation, de psychologues, de sociologues qui font tout un travail incroyable. Et les gens ici font tout pour justement pour conserver pour leurs acquis, pour les défendre. Alors que chez nous, il n'y a même pas un psychologue, je veux dire, ou un médiateur familial qui fait en sorte à protéger les enfants pour que quand ils sortent de l'école, ils peuvent pas étudier. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un aspect social? Est-ce que c'est d'ordre psychologique? Il n'y a rien. Et c'est ça qui est terrible chez nous. Donc, vous pensez pas pour les mêmes raisons. Jamila Harshawi, oui. comment tout ça va finir selon vous? Au point où vont les choses qui ne sont pas statiques, qui vont en s'aggravant? Ça veut dire malgré la masse absolument inimaginable d'argent
tombé sur le pays, qui a été dépensé, dilapidé, devrais-je dire. Exact, ouais. Nous allons de mal en pis. C'est-à-dire même le peu Bien qui sûr. nous restait de nos valeurs a été dissipé. Maintenant, la charrette. On a tout perdu. Et à votre avis, comme la situation va aller en s'aggravant, comment tout cela pourrait finir? Mais ce qui est grave, c'est la catastrophe en fait. On va vers le précipice, c'est-à-dire que il y aura une explosion qui sera inévitable parce que les gens ont faim. On est à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est la base, c'est les besoins primaires de tout individu. On parle de cette pyramide de Maslow à l'enfance, c'est-à-dire les besoins essentiels, le besoin d'estime, le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité, les besoins physiologiques. Et c'est ça qui est grave en fait. C'est que là, il peut y avoir une explosion à tout moment et ça va aller dans tous les sens parce que, c'est encore une fois, toutes les corporations sont infiltrées, on ne laisse pas les gens s'organiser comme il faut et ça ira parce que là, les gens sont en train de se suicider en silence, de se tuer en silence. Merci. Merci Jamila Archaoui, merci infiniment. Le plus grave, le pire est que c'est une explosion que personne ne souhaite. Parce que si explosion il y a, ce sera encore une fois les gens du peuple qui vont payer la facture. Ce ne sera certainement pas les gens du régime. Et je finirai cette émission en citant un commentaire d'un blogueur, Brahim Chachwa, qui nous écrit « Le mal est en nous, les frères ennemis, une société isolée, à individus isolés, des corps unis et des cœurs séparés. » Cette émission est maintenant terminée. Merci à mes invités, merci à vous de l'avoir suivi. Khawala khair, bislama.